prête? Oui, alors je vous laisse la parole. Merci. Je voudrais remercier les organisatrices du colloque pour l'invitation de parler aujourd'hui ici. Je vais faire ma présentation en anglais. Je trouve toujours un peu drôle, un peu bizarre de parler en anglais en France, mais j'ai préparé ma présentation en anglais. Mais si vous voulez poser des questions en français à la fin, au débat, c'est parfait. Ségolène a parlé Belin a parlé de l'importance de l'éthique aux États-Unis, particulièrement de l'éthique postcoloniale. Ce que je veux faire ici, c'est en certaine manière de critiquer l'éthique postcoloniale d'un point de vue plus politique. Ethics has abandoned its niche. L'éthique a abandonné son statut de niche pour devenir une préoccupation dans le domaine de l'archéologie dans la plupart des pays en Amérique du Nord et en Europe. Le contexte de la pratique archéologique Donc d'abord, l'évaluation du contexte dans les années 90 a forcé la discipline de traiter de cette vaste gamme de problèmes. Donc au départ, on se concentre sur les archives archéologiques, leur préservation, les normes scientifiques qui sous-tendent la plupart des codes de déontologie des années 80 et des 90 et qui sont transcendés et même remis en question. De nouvelles préoccupations sont liées à l'implication plus vaste des archéologues auprès des communautés, des exigences sociales, dont les réponses éthiques aux critiques autochtones et des risques représentés par l'archéologie appliquée. Dans les situations de conflit, les excavations d'un archéologue qui peuvent être considérées comme du pillage, et d'ailleurs l'archéologie préventive va contre ceci et a établi une éthique. Cette éthique joue un rôle de plus en plus croissant à partir des années 90 et l'introduction d'une rupture est très utile pour pouvoir comprendre pourquoi ceci se produit. Lorsqu'une rupture a lieu, nous nous trouvons face à une situation dans laquelle nous ne pouvons pas nous comporter comme nous le faisions auparavant. Ceci signifie que nous sommes forcés à modifier notre paradigme et qu'il s'agisse de paradigme scientifique ou bien d'éthique. Donc l'archéologie a commencé à traiter des contextes sociopolitiques dans lesquels les recherches sont menées dans les années 90, tout particulièrement dans les pays anglo-saxons, dans le cadre de cette archéologie post-coloniale. Donc il se trouve forcé de tenir compte des personnes vivantes et de traiter non pas seulement des objets, mais aussi des personnes. L'objet archéologique des années 90 doit être appréhendé au sein d'un phénomène bien plus vaste, deux phénomènes bien plus vastes qui sont très intéressants et ne sont pas toujours bien évalués. Tout d'abord, l'expansion de l'aspect participatif des démocraties occidentales. Donc, ça n'est pas seulement un expert qui est là à faire un cours à un public, mais il doit impliquer son public à la production de connaissances et aussi en politique. Le deuxième aspect, eh bien, depuis les années 70, nous sommes entrés dans une nouvelle phase dans la politique culturelle capitaliste qui est caractérisée par le multiculturalisme.
multiculturalisme. Et puis enfin, le troisième point qui doit être compris, eh bien, c'est ce changement dans le paradigme éthique de l'archéologie, c'est-à-dire cette apparition du statut de victime dans le monde occidental et dans les réflexions occidentales qui est apparu après la Deuxième Guerre mondiale et s'est développé durant les dernières 40 années, alors que la victime devient l'un des problèmes les plus importants ou l'un des phénomènes les plus importants lorsque l'on parle d'éthique. Donc il n'est pas surprenant que la discussion éthique prenne un angle politique au début. Ceci a été le cas lorsque le Congrès archéologique mondial a été créé en 1986 en réaction à l'apartheid. Les discussions éthiques étaient donc préoccupées de politique et questionne le pouvoir, sa légitimité. Et puis, on a d'autres mouvements qui viennent s'ajouter. Cependant, l'angle politique est perdu dans les années 90 et l'éthique s'est vue accusée de se dépolitiser ou de dépolitiser la discipline. Mais la plupart des questions qui sont abordées dans le débat éthique peuvent être redéfinies en termes politiques. Et ceci est vrai de publication des normes de pratique de l'archéologie privée qui signifie que des aspects très concrets peuvent être appréhendés du point de vue politique et pas seulement du point de vue des éthiques. Donc une vaste partie du débat, lorsqu'on parle d'éthique en archéologie, a eu lieu durant les 15 dernières années et peut être conceptualisé plutôt comme politique que comme éthique. C'est le cas, par exemple, lorsque nous discutons des questions d'égalité, de liberté, de justice sociale, d'économie politique, d'affranchissement. Je crois qu'il nous faut poser la question de savoir pourquoi nous avons décidé de parler d'éthique plutôt que de politique. Pour moi, le choix du terme n'est pas innocent et il peut être lié à l'apparition néolibérale d'éthique agoniste. Donc cette association au moral, au comportement à venir et à la gestion des comportements, tout ceci est très politique ou paraît en tous les cas très politique. Le concept d'éthique concorde très bien avec la politique de l'identité qui a imprégné le monde politique ces dernières années en termes de égalité des genres, des identités sexuelles, ethniques et autres. Donc il n'est pas surprenant de voir que certains des commentateurs les plus radicaux dans le domaine de l'éthique archéologique permettent de parler de l'après-éthique. Qu'allons-nous avoir après l'éthique, puisque l'éthique est quelque chose qui a été abordé durant les 40 dernières années. Maintenant, à quoi allons-nous passer? Peut-être devrions-nous parler d'éthique politique plutôt pour avoir un débat plus pertinent en archéologie aujourd'hui. Donc, je voudrais d'abord aborder l'éthique archéologique en me concentrant sur l'archéologie coloniale et autochtone. L'éthique en archéologie émerge comme une réponse aux défis multiculturels des années 90. Les populations autochtones, les descendants africains et les communautés telles que les LGBT parlent plus fort, se font entendre, tout particulièrement dans les cercles économiques, et on se trouve face à une critique néocoloniale dans laquelle les praticiens se comportent par rapport à la colonisation et se trouvent en position de subalterne. Mais ces critiques ont été abordées par l'archéologie dominante et fait partie des codes des législations régissant les institutions. Somme concepts clés ont été examinés dans ce contexte postcolonial ou archéologie autochtone, telles que les notions de réparation, de coopération, d'ontologie, d'autochtonie,
d'autochtonéité et d'intégrité. La notion de réparation, nous en avons déjà entendu parler dans plusieurs interventions, est liée à la justice et à la justice de restauration avec le retour dans des communautés d'objets ou de restes humains. Mais je souhaiterais plutôt me concentrer sur les sujets que j'ai mentionnés, la collaboration, l'ontologie, l'autochtonéité et la temporalité. Donc la collaboration est aujourd'hui perçu comme un mandat éthique qui est largement accepté et même appliqué, mis en œuvre par certaines législations. La collaboration, eh bien, il ne s'agit pas seulement de collaborer avec les populations autochtones, mais avec tout type de public dans les contextes anciennement coloniaux ainsi qu'en Europe. Cependant, l'archéologie collaborative n'est pas une manière non équivoque de mener les recherches archéologiques. Certains ont mentionné des préoccupations quant à la cooptation, les relations publiques. Certains disent qu'il s'agit juste d'être bien vu par les populations. Ceci peut en effet cacher des inégalités et minimiser les besoins de changements structurels, c'est-à-dire que bon nombre de populations autochtones peuvent voir qu'il est moins important de coopérer à un projet archéologique plutôt que d'obtenir le droit à leur terre et que leur terre soit répartie de manière juste. Donc il y a ici des nuances politiques, une véritable collaboration signifie la volonté d'abandonner la science occidentale dans certains contextes, comme Cristóbal Ñeco, archéologue colombien, l'a fait remarquer. La pratique collaborative peut être une manière de faire des concessions de deuxième ordre pour refuser des demandes plus importantes, c'est-à-dire que vous rendez pour les artefacts pour pouvoir continuer vos recherches et vous n'avez vraiment pas besoin de modifier votre pratique tant que ça, puisque en réalité ceci est fait en coopération avec les populations autochtones et donc paraît éthique. Un philosophe péruvien, Garceau, préfère parler d'hospitalité plutôt que de collaboration. Il oppose l'idée d'hospitalité dans l'Occident qui est très limitée lorsqu'on parle d'altérité et de la manière d'appréhender des gens qui sont différents, radicalement différents. Eh bien, il oppose ceci à d'autres formes d'hospitalité qui sont basées sur l'excès. Et ceci est typique des sociétés indiennes ou de sociétés non modernes ou prémodernes à travers le monde. Donc cette hospitalité à ces frontières qui résonnent avec certains philosophes, Jacques Derrida par exemple ou d'autres. L'hospitalité excessive implique une responsabilité non restreinte, sans limite et un respect total de l'altérité de l'autre, ce qui n'est pas ce qui se produit si fréquemment en archéologie. La question de l'ontologie, c'est une question très chaude, très vive, en archéologie. En effet, l'éthique est fortement liée à la collaboration et le cadre multiculturel dans lequel les autochtones et les archéologues travaillent a une idée très limitée de la diversité qui peut être transmise par différentes voix, c'est-à-dire différentes voix qui parlent de la même chose de points de vue différents. Ce type de voix multiples montre que les gens sont d'accord sur
une chose, par exemple, sur le fait que les vestiges sont patrimoine, mais la façon d'aborder le projet peut être différente. Vous pouvez avoir recours à une méthode scientifique, l'archéologie, ou avoir une perspective prémoderne telle que le mythe. Le problème est que dans bon nombre de cas, les archéologues et les communautés ne sont pas d'accord quant à la nature de la chose en elle-même. Par exemple, un autre philosophe nous dit qu'il faut commencer par la reconnaissance de la différence et non pas perdre de vue qu'elle sous-tend un cadre international. Et le patrimoine archéologique, lorsque il traite de vestiges humains, ne peut pas oublier que le lieu excavé est peut-être un lieu sacré. Donc ne pas respecter l'altérité, cette perspective du passé peut mener à des objectifs coloniaux comme l'utilisation du concept de patrimoine en Palestine par le gouvernement israélien pour priver les Palestiniens de leur liberté. Donc, il ne faut pas perdre de vue cette idée de communauté, de ceux qui n'ont rien en commun en l'occurrence. L'autochtonéité maintenant est un autre aspect. C'est un aspect qui est très important lorsque l'on embrasse la notion de population autochtone et on voit la critique qui est faite de différents groupes qui ont des revendications par rapport au passé. En Europe, par exemple, ces notions peuvent servir des buts peuvent être utilisées à des fins d'oppression de minorités telles que les gitans, les juifs et, à l'heure actuelle, des populations migrantes nouvelles. On a des affirmations conservatrices de l'autochtonéité. Donc nous préférons parler de communautés subalternes ou non dominantes plutôt que autochtones. Dans le monde occidental, autochtone ou indigène signifie des minorités. Il y en a à travers le monde et la façon dont elles sont appréhendées est très similaire dans la littérature archéologique, que l'on parle de Sami en Norvège ou des personnes, des pueblos dans le sud-ouest des États-Unis. Donc, en fait, cette homogénéisation de la population autochtone peut mener à un code d'éthique lié à cette idée universelle de l'autochtonéité. Elle peut être contre-productive parce que ceci peut interdire l'exposition de vestiges, comme on a vu en Australie, aux États-Unis, mais ceci n'a pas le même sens, par exemple, en Afrique subsaharienne ou ailleurs. Dans certains lieux, l'exposition d'ossements peut même être perçue comme positive. Donc, en fait, c'est la temporalité qui est ici la dernière question que je vais aborder. Elle est très liée au reste et à l'aspect de l'autochtonéité. Donc, le temps moderne est différent du temps du passé. Il n'y a pas de division radicale entre les deux, mais plus de responsabilités sont étendues pas seulement aux vivants, mais aussi aux morts. Et on peut dire que c'est le cas pour l'archéologie. Cependant, nos ancêtres se trouvent souvent mobilisés vis-à-vis des communautés autochtones ou indigènes, mais ceci n'est pas toujours respectueux par rapport aux valeurs des ancêtres. Par exemple, nous avons un archéologue qui abordait le réenterrement de certains vestiges humains Sami qui ne
respectaient pas forcément les valeurs anciennes de ces personnes, mais étaient dans l'esprit d'un ordre du jour politique moderne. Par exemple, dans le cas de l'Holocauste, nous avons vu des communautés juives modernes qui ont essayé de mettre en œuvre l'interprétation du halahalo, qui est extrêmement restrictive, et je suis sûre que bon nombre de juifs qui sont morts durant cette période n'auraient pas voulu suivre forcément ce code. Donc il faut faire une distinction entre le passé et le présent, mais que faisons-nous lorsque les deux sont impliqués dans la question? Donc le débat éthique est essentiel, mais il ne doit pas servir à polir et discipliner le domaine. Il ne doit pas avoir de pratiques qui évitent la critique. L'activisme politique ne doit pas être automatiquement considéré comme une preuve de respect éthique. Des autorités morales ont mis en avant cette question dans différents lieux. Il y a des manifestes qui appellent à des actions, des mesures plus approfondies et à ne pas s'en tenir à des slogans. Merci.